Il a dit que peut-être je ne tiendrais pas. J'ai fermé les yeux et laissé passer tout jusqu'à heurter. Je m'appelle Maria de Fatima. Aujourd'hui, j'ai 65 ans et je suis assise sur la même véranda où j'ai filé les jours et les nuits de ma vie. Le bois des planches a pris la forme de mes pas. La peinture s'écaille et laisse voir la terre rouge en dessous, celle qui sent la pluie et le bétail, celle qui colle aux doigts quand on travaille le jardin. Itaitinga, Seara, un nom que certains connaissent parce qu'on y respire le vent qui vient parfois du large. Moi, je sais chaque craquement du toit, chaque poule qui traverse le chemin, chaque voix à l'heure où la radio commence ses chansons anciennes. Il y a dans ma voix la poussière de ces années. Et il y a aussi les arbres que j'ai plantés. Un manguier, entre autres, que j'ai mis en terre il y a quelques saisons. Quand je lui parle, il ne répond pas, mais je m'y tiens comme à une promesse. Les oiseaux viennent, s'arrêtent sur ses branches. Parfois je me demande si j'ai planté l'arbre pour avoir de l'ombre, ou pour que quelqu'un se rappelle que j'ai existé. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour entendre d'autres récits de vie comme le mien. Restez avec moi. Je suis né pauvre. Ce n'est pas une façon de parler. La maison de ma mère n'avait qu'un sol de terre battue et un toit rafistolé. Ma mère, Donna Luzia, chantait toujours en balançant l'aiguille. Elle avait une patience modelée à la hâte des jours. On m'a marié jeune, parce que c'était comme ça qu'on faisait, parce qu'un bon mari, on disait, c'est une sécurité. Valdemar était un homme de la terre. Un bonhomme pour les comptes, dur pour les gestes. On a vécu 42 ans sous le même toit, et souvent comme des gens qui se croisent sans se voir. Il n'y avait pas de grandes disputes publiques, plutôt un froid qui gèle plus que la colère. Les bêtes étaient mieux traitées que mon cœur certains matins. Je n'ai jamais su m'enfuir, pas parce que je ne l'ai pas voulu, mais parce que partir c'était presque renier l'histoire. Ma mère me répétait « Reste, Filha, l'union c'est sacré ». Et on garde le sacré à la manière des petites choses. On répète les prières à table, on cache la tristesse derrière un tablier, on marche en silence. Les voisins parlaient parfois. Il y avait des commentaires, des regards. Mais la plus grande violence était l'absence d'un mot doux, d'un bras pour attraper ma peur la nuit. J'ai appris à tenir avec ce qui restait. La foi, le travail, le pain fait maison. Les jours se succédaient, semblables, jusqu'à ce que mon dos commence à hurler. Au début, c'était une douleur sourde, comme un caillou coincé dans la poche. Je l'ai mise de côté. J'ai dit à moi-même que c'était l'âge, que le corps se pliait au travail. Puis la douleur devint une voix. Elle me réveillait la nuit. Elle prenait mon souffle. À 60 ans, je ne pouvais plus feindre qu'il s'agissait de rien. C'est Tia Rosa, la voisine, qui m'a parlé de lui. « Va voir le garçon qui masse, il a des mains de bonté », elle a dit. Tia Rosa est une femme maigre, toujours avec un pan de tissu à la main, qui sait écouter comme on sait traire une chèvre, discrètement, sans faire de bruit. Lucas, c'était le neveu de Tia Rosa. Un jeune homme aux épaules larges, aux mains pleines, qui avait appris à aider les corps des autres pour gagner son pain. Il venait de la ville voisine, avait appris sur le tas, aidait aussi la tante à transporter des choses au marché. Il parlait peu, mais souriait comme si chaque phrase qu'il n'avait pas dite était économisée pour un geste bon. La première fois qu'il est entré chez moi, j'ai remarqué ses mains. Elles n'étaient pas musclées comme celles d'un ouvrier qui brise la pierre. Elles étaient dures, mais légères. Il m'a demandé la permission avec politesse, comme on demande la bénédiction avant de couper le pain. Il n'y avait rien d'artificiel chez lui. Il prenait ma douleur comme on prend la direction d'un chemin rocailleux, doucement, avec prudence. Le premier massage a été un réveil. Je sentais sous ses doigts des années de silence s'effriter. Ce toucher n'était pas sexuel, il était réparateur. Il avait du respect et il savait écouter. Parfois, quand il posait les mains sur mes épaules, je me trouvais en train de raconter des choses que je n'avais jamais dites à personne. L'enfant qui n'est jamais parti, la peur de la nuit, les petites humiliations camouflées sous des actes de gentillesse. Lucas n'avait jamais exprimé de jugement. Il hoche la tête, il frottait, il disait « Raconte, Tia ».
Et moi, j'ouvrais la bouche comme on ouvre une valise pleine de vieux vêtements. Avec le temps, les séances sont devenues un rendez-vous. Les gens du village commentaient « La Maria va voir le garçon ? À son âge ?» Certains regardaient avec une méfiance qui semblait faite d'habitude et de vieilles phrases. D'autres, heureusement, souriaient et secouaient la tête en silence. Padre Antonio, qui venait parfois faire une visite, a dit un jour « Si elle trouve de la paix, c'est bien ». Il n'a pas pris parti, mais il a béni ma maison d'une façon qui n'était ni lointaine ni condescendante. Il savait que le cœur a ses propres lois. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce que j'éprouvais n'était pas simplement la gratitude d'un corps soulagé. C'était plus profond. C'était comme si je retrouvais un morceau de moi qu'on m'avait subtilisé. Ma façon de me tenir, mes gestes, mes silences, tout changeait. J'ai recommencé à broder, pas pour cacher un manque, mais pour faire quelque chose qui soit uniquement à moi. Je me suis surprise à inventer des chansons courtes pour appeler la poule du matin. Un sourire est revenu, petit d'abord, puis il a pris de la place. Lucas, de son côté, s'est rendu disponible sans se précipiter. Il me parlait de ses rêves simples. Voir la mer, apprendre à pêcher, que sa mère ait un toit meilleur. Il m'a raconté qu'enfant, il avait observé un homme du village qui soignait les dos et qu'il avait voulu faire pareil. Il n'a jamais essayé de me sauver d'une vie que je n'avais pas demandé de quitter. Il a plutôt allumé une lampe pour que je voie mes propres pas. Il n'y avait pas de promesses grandioses. Il y avait du concret, du temps, des courses, un café partagé au bord de la table. Et pourtant la rumeur courait. Certains étaient effarés qu'une femme de mon âge trouve une affection qui ne soit pas maternelle ou dictée par utilité. La voix du village jugeait avec l'assistance des murs. Ma famille a d'abord murmuré. Ma sœur Thérésina a pleuré, non pas pour mon bonheur, mais par peur du qu'en dirait-on. Janaïna, la sœur de Lucas, a levé la main une fois, s'en est voulu, puis elle est venue nous apporter des beignets. Les regards sont contradictoires. Il y a ceux qui condamnent, ceux qui soupirent, et ceux qui cherchent des excuses pour s'asseoir à la même table. Je ne veux pas peindre tout le monde en noir. Il a fallu du courage pour certains proches pour m'accepter. Donna Luzia, ma mère, avait des silences durs, mais elle a su sourire un soir, quand elle a eu la première mangue de l'arbre que j'avais planté. « Tu as choisi bien », elle a dit. Et son regard était moins pétreux. Padre Antonio, qui a connu ses doutes, a un midi offert une bénédiction, et m'a serré la main comme si j'étais encore une enfant qui rentre de la pluie. Sa compassion, mesurée, m'a aidé à tenir face aux commentaires. Les séances ont pris d'autres couleurs. Elles devenaient aussi des moments de confidence pour Lucas. Il parlait parfois de sa tante Rosa qu'il avait élevée, des journées à transporter marchandises sur le marché, des heures à écouter les anciens conter les histoires d'avant. Il trouvait chez moi des oreilles patientes, et c'était réciproque. Nous avons créé des rituels simples. Un café avant le massage, une petite radio allumée, le bruit de la rue qui passe. Une fois, après une séance, il m'a appris à danser. Nous avons ri maladroitement, comme si nos corps s'ouvraient à une autre géographie. Ce premier pas de danse n'était peut-être rien pour le monde, mais pour moi, il avait la grandeur d'un voyage. La relation est restée pudique. Je ne l'ai jamais présentée comme une trahison. C'était davantage une seconde chance donnée au cœur, une manière de reprendre le temps. Nous avons planté un manguier ensemble. Ce geste était petit et grand à la fois. Planter un arbre, c'est croire qu'on vivra assez pour voir naître le fruit. Lucas a mis ses mains dans la terre et a ri quand elle est tombée sur sa peau. « Ce manguier me rendra riche », a-t-il plaisanté. On a ri et, dans ce rire, il y avait une tendresse qui nous a protégés des railleries. Les voisins ne se taisaient pas tous. Certains soirs, à la porte de l'église, j'entendais des chuchotements qui me traversaient comme des aiguilles. Elle s'attarde. À cet âge-là, qu'est-ce qu'elle cherche? Ces phrases n'ont pas tué ma joie, mais elles l'ont ternie parfois. Alors je me rappelle ce que ma mère répétait. On vit pour soi, Fatima. Ce que les autres pensent n'achète pas ton pain. C'est une leçon simple, apprise à la dure. Le temps, qui m'avait semblé se tenir,
a décidé de changer de rythme. Un matin, je me suis réveillé avec une douleur plus forte, un point dans la poitrine qui me coupait le souffle. Je pensais au départ que c'était le cœur du travail, ou peut-être une mauvaise digestion. Mais quand la douleur s'est intensifiée, j'ai su que c'était sérieux. Lucas était là, comme souvent. Il m'a aidé à m'asseoir, a pris une serviette humide et m'a demandé d'aller chez le médecin. J'ai essayé de minimiser. C'est rien, j'ai dit. Mais ses yeux ont pris une inquiétude que je ne pouvais ignorer. Aller au médecin ici n'est pas comme appeler un taxi. Il faut attendre, remplir des formulaires, faire la queue. Dr Rodrigo est venu de Fortaleza une fois par semaine, pour les patients plus compliqués. C'est un homme calme, aux cheveux poivre et sel, à la voix posée. Quand il m'a examiné, il n'a pas cherché à me rassurer avec des paroles creuses. Il a posé des questions, puis il a demandé des examens. L'électrocardiogramme a tracé des lignes que je n'ai pas comprises, mais son visage, à ce moment-là, s'est légèrement assombri. Les examens ont indiqué un problème au cœur. Le mot « insuffisance » a été prononcé doucement, comme on révèle une vérité douloureuse. Le cabinet était petit. Il y avait un ventilateur qui tournait au plafond et l'odeur de médicaments dans l'air. Dr Rodrigo a pris mes mains entre les siennes, fissurées par le travail, et il a dit « Il faut être honnête, Maria. Votre cœur souffre. Nous allons tenter tout ce que la médecine propose, mais je dois vous prévenir. » Sa voix s'est faite plus basse. J'ai senti dans son regard une fatigue que je n'ai jamais aimé voir chez un médecin. La conscience du possible et de l'impossible. Et puis, il l'a prononcée, la phrase qui a changé le contour de mon ciel. « Peut-être que vous ne tiendrez pas. » Ce n'était pas une prédiction pour me terrifier. C'était un avertissement, une réalité médicale. Le mot « peut-être » portait toute l'incertitude des tests, de l'âge, de la fragilité. Ce fut comme si le monde s'était soudain arrêté de tourner. Les bruits sont devenus lointains. Le ventilateur, la voix du médecin, le froissement du papier clinique. Un silence épais s'est installé. Dans cet instant, j'ai pensé à toutes les choses que j'avais laissées de côté. J'ai pensé aux jours sans baiser, aux colères étouffées, aux danses avortées. J'ai pensé à Donna Luzia, qui me regardait encore avec des yeux de femme qui a trop gardé pour elle. J'ai pensé à ce manguier que nous avions planté, encore minuscule, et à la promesse de voir la mer avec Lucas. J'ai pensé à chaque moment que je croyais sans valeur, et qui, soudain, était plein d'un sens nouveau. Ma vie, comme un panier renversé, a laissé éparpiller ces choses précieuses sous mes yeux. Lucas était à l'extérieur, dans la salle d'attente. Il est venu, a marché jusqu'à moi, comme on marche vers un feu quand on a froid, lent, décidé. Il a pris ma main. Ses doigts tremblaient un peu. Il n'a pas demandé ce que disait le médecin. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique la gravité. On pouvait lire dans mon visage. « Je suis là », a-t-il dit. Ces deux mots étaient comme une encre. On m'a emmené à l'hôpital de la ville la plus proche. Les lumières de l'ambulance passaient, comme des lucioles rapides. J'ai regardé le plafond, et j'ai pensé à la vérité simple. La vie tient parfois à un souffle. Dans ce trajet, on apprend que les prières sont des mains qui se joignent dans l'obscurité. Les gens se tiennent dans l'attente, chacun avec sa propre histoire. Au service, les médecins ont parlé de tests, d'échographie et de traitements. Les mots scientifiques se sont succédés. Cardiopathie, insuffisance, thrombus. Je les écoutais comme on écoute une langue étrangère. Puis, quand la fatigue a envahi mes membres, quand le monde a pris la forme d'un linge blanc qu'on pose doucement sur quelque chose, j'ai entendu encore une fois la phrase qu'on m'avait déjà dite, mais qui, cette fois, me toucha autrement. Peut-être que vous ne tiendrez pas. Alors j'ai pensé à fermer les yeux. Pas pour partir, non, pour me préparer. Pour laisser passer ce que je pouvais être incapable de nommer au milieu du bruit. J'ai pensé à la douceur de Lucas, à sa façon de replacer une mèche de cheveux derrière mon oreille. J'ai pensé au manguier, à la première fois où il a serré ma main après une séance. J'ai fermé les yeux, comme on ferme la porte avant de sortir dans la pluie. On ne sait pas si l'on reviendra, mais on prend le manteau.
Fermer les yeux, pour moi, ce n'était pas abandonner. C'était se rendre, un instant, à cette vérité que le corps a ses limites. C'était laisser les médecins faire leur travail. C'était, surtout, permettre à ceux qui m'entouraient d'être vraiment présents, sans que je doive leur expliquer chaque peur. Je sens encore la main de Lucas serrer la mienne à travers la nuit blanche du couloir. J'entends comme un chœur de gens qui murmurent des prières. Padre Antonio a dit quelque chose sur la grâce, avec sa voix basse. Ma mère a pleuré, mais sa main dans la mienne disait plus que ses mots. Et pendant que tout cela se passait, j'ai respiré profondément, comme si je voulais garder dans mes poumons chaque souvenir léger de la vie que j'avais aimée. J'ai fermé les yeux. Le monde s'est amenuisé. La lumière a pris une autre densité. Et, dans cette fermeture, quelque chose d'immense s'est approché, comme une mer qu'on croit connaître et qui pourtant garde des vagues qui surprennent toujours. Je me souviens d'un silence qui n'était pas vide, mais plein. Un silence habillé des respirations des autres, du souffle mécanique d'un appareil, du petit cliquetis de chaussures sur le couloir. Les 3 jours où mon corps s'est retiré du monde ont été comme un long rêve interrompu par éclat de réalité. Une fenêtre entr'ouverte sur la maison d'enfance, la voix de ma mère qui revient en écho, la sensation de la terre froide sous mes mains. Je ne sais pas si j'ai voyagé quelque part ou si j'ai tout simplement laissé le monde entrer d'une autre façon. Parfois, j'ai senti des odeurs. L'odeur du café de la petite cuisine, celle du savon à lessive, et une odeur de mangue mûre, douce, qui me vexait et me consolait. C'était curieux. La mangue me suivait jusque dans ces instants où je ne savais plus très bien qui j'étais. Peut-être que c'était mon cœur qui se rappelait d'un geste tendre. Peut-être que c'était une mémoire. Je voyais des images comme des cailloux, jetés dans un puits. Elles faisaient des cercles, et puis, doucement, disparaissaient. Dans les moments où je me croyais seul, j'entendais une voix basse et rugueuse, celle d'un homme qui parle à genoux devant une table. C'était la voix de Lucas, et parfois c'était la voix de Padre Antonio qui murmurait des paroles que je n'ai pas cherché à comprendre. On me racontait des choses pendant que j'étais là, comme on recoue une blessure que l'on n'ouvre pas, des anciens souvenirs, des prières timides, des rires étouffés. Je sentais des mains. Les mains de ceux qui veillaient sur moi avaient la même pudeur et la même violence que la vie. Elles serraient et soutenaient en même temps. Lucas n'a pas quitté le siège de plastique au chevet. Il y avait une vieille chaise, branlante, et il y est resté, économe de ses mouvements comme on épargne du bois pour l'hiver. Des voisins se relayaient, on apportait des fruits, des recettes de cuisine réconfortantes, des histoires qui parlaient de guérisons inattendues. Parfois, la tante Rosa entrait et plaçait une main sur ma tête, comme autrefois, pour dire silencieusement qu'elle croyait à quelque chose. Ma mère a fait une croix sur mon front malgré sa fatigue, plusieurs fois, comme pour rappeler un geste appris jeune. Le premier jour, les médecins ont fait des rondes et ont parlé à mi-voix. Je sais maintenant qu'ils disaient stabilité relative, monitoring, possibilité de complications. Dans mon demi-sommeil, ces mots se changeaient en images, des filets de lumière, des chemins, la mer en horizon. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais sur la plage, avec le vent salé. J'ai senti les pieds s'enfoncer dans un sable tiède. Quand j'ai ouvert les yeux après ce rêve, un infirmier me souriait comme s'il avait su le chemin que j'avais pris. Le deuxième jour, ma respiration s'est faite plus régulière. Les machines gardaient leur rythme, et parfois on entendait des pas pressés puis qui s'éloignent. J'ai senti des mains réparer une couverture mal placée. Je croyais percevoir des mots qu'on me murmurait, mais qui s'envolaient, comme des oiseaux quand je voulais les prendre. Lucas, lui, posait des petites notes manuscrites sur la table. Tout ce que les visiteurs disaient, tout ce qu'on me lisait. Après un moment, j'ai compris qu'il relisait ces petits papiers en chuchotant, comme on répète des paroles sacrées. Le troisième jour a été un matin sans matin. Ou alors, il a été un matin si plein que moi, sans le savoir, j'ai décidé de revenir. J'ai senti d'abord un goût, âpre et familier, comme une gorgée de café sans sucre. Puis j'ai senti une main sur ma joue, chaude et ferme. « Ouvre les yeux, Tia », a-t-il dit, sa voix devenue plus cassée que d'habitude. Mes paupières se sont ouvertes par à-coups, comme un volet que l'on relève. La lumière m'a entré comme une vieille amie qui revient après une longue absence.
Les premiers visages que j'ai vus n'étaient pas flous. Il y avait le visage de Lucas, à quelques centimètres du mien, les yeux trempés mais sûrs. Il n'a pas pleuré bruyamment. Ses larmes se sont seulement glissées le long de ses joues, et j'ai entendu son souffle qui disait « Tiens bon, tiens bon ». Il avait une tenue froissée, ses mains portaient de la terre encore séchée, et il tenait ma main comme si c'était un trésor fragile. Le docteur Rodrigo est arrivé peu après, avec ce pas mesuré des gens qui ont appris à ne pas s'emballer. Il a regardé les écrans, les chiffres, les courbes, et puis il a souri d'un sourire qui contenait de la surprise et de la prudence. « C'est un bon signe », a-t-il dit, sans faire de promesses. Plus tard, dans le couloir, il dira devant ceux qui attendaient « Nous avons assisté à une récupération qui sort de l'ordinaire. » On parlera de miracle médical parce que c'est le terme que l'on utilise pour décrire l'imprévu favorable, mais il faut rester prudent et continuer le suivi. Il a posé sa main sur mon épaule et sa main jurait de la réalité du métier. Il n'y avait ni fanfare ni certitude absolue, juste le respect pour quelque chose qui venait d'arriver. Je me souviens d'un moment précis. Quand j'ai repris conscience, j'ai demandé d'une voix qui m'a semblé lointaine s'il y avait beaucoup de monde dans la salle. On m'a répondu que non, que mes proches étaient là, et que le village tout entier priait. J'ai senti une honte légère. Pourquoi, je ne savais pas. Et puis j'ai senti une paix comme un linge étendu au soleil. J'étais revenu avec une autre lumière à l'intérieur. Le réveil a mis un certain temps à virer en force. Les muscles étaient faibles, la parole hésitante. On m'a fait des exercices brefs, lever un bras, serrer une main, suivre une balle du regard. Ces gestes étaient comme des petites victoires que l'on apprenait à compter. Lucas restait à côté de moi, me parlait doucement, répétant des choses simples. Mon nom, la date, comment était le café ce matin-là. Son visage, marqué par la fatigue, m'apparaissait comme une certitude. À chaque mot que je prononçais, il souriait comme un homme qui a trouvé une maison. La presse du village n'a pas tardé à courir. Les gens venaient en visite, apportèrent des fleurs, des potages. Il y avait des témoignages de solidarité qui me réchauffaient, et des murmures qui me renvoyaient à la réalité. Elle a eu de la chance. Dieu l'a épargnée. J'ai entendu tout cela, et je l'ai accepté comme des courants d'eau. Certains apaisaient, d'autres me poussaient vers un autre rivage. J'avais survécu à quelque chose. Mais quoi exactement? C'était la question que je me posais tandis que les jours passaient et que mon corps reprenait sa place. La rééducation a été lente et pleine de petites surprises. Je me rappelle la première fois que j'ai marché dans le couloir de l'hôpital, soutenu par 2 personnes et par la volonté. Le sol claquait sous mes pas, et chaque pas était comme un testament à la persévérance. Un matin, la physiothérapeute m'a demandé d'esquisser un pas de danse. J'ai ri, faiblesse et joie mêlées. Et puis, lentement, nous avons bougé, un pas, puis un autre, et la salle s'est emplie d'un rire qui avait la forme de la vie en train de reprendre. On est rentré à la maison après un temps. Le retour a été doux amer. Revoir la véranda, les planches usées, la poule qui traversait le chemin, tout cela avait la même apparence, mais je n'étais plus la même. Le manguier, lui, avait poussé un peu. Il avait grandi comme si, lui aussi, avait entendu qu'il fallait se hâter un peu. Les mangues n'étaient pas encore mûres, mais l'arbre avait repris son rôle de promesse. Lucas a dit en plaisantant que désormais nous devions protéger l'arbre comme un trésor. J'ai ri et j'ai pensé que chaque geste de soin allait compter désormais plus que les moqueries anciennes. L'après a été tricoté de gestes simples. Lucas venait chaque matin, prenait un café avec moi, lisait le journal ou s'occupait du jardin. Il faisait des courses, discutait avec les voisins, apportait des repas qui m'aidaient à reprendre des forces. Par moments, il restait silencieux et on se contentait de regarder la pluie tomber. Le village s'était transformé dans son regard. Des personnes qui autrefois avaient sourcillé maintenant, inclinaient la tête et saluaient. Teresinha a fini par venir plus souvent, avec des haricots ou du manioc. Sa peur du qu'en dirait-on s'est muée en prudence aimante. Ma mère, Donna Luzia, a commencé à appeler Lucas par son prénom sans que cela la blesse. Son regard s'était adouci comme un pain réchauffé. Mais tout n'était pas résolu. Les nuits m'apportaient encore des réflexes d'inquiétude.
J'avais peur par moments que mon cœur recommence à me faire peur. Les visites chez le cardiologue sont devenues si régulières. Dr Rodrigo, avec son calme sec, expliquait les risques et proposait des routines. Contrôle de la tension, régime plus doux, des médicaments à heure fixe. Il parlait aussi de qualité de vie et de ce que cela signifiait pour une femme qui avait tant vécu. « On ne va pas promettre l'impossible, » disait-il, « mais on va travailler pour que chaque jour soit vécu avec sens. » C'était une manière honnête de poser des limites. Il y a eu des jours de colère aussi. Des gens qui me regardaient encore avec suspicion, des murmures sur « Jusqu'où ira-t-elle » ou « Quand est-ce que son mari interviendra ?» Ces paroles piquaient, mais ne tuaient plus. Elles m'atteignaient comme la pluie d'été. Elles mouillaient, elles passaient. J'ai appris à répondre avec calme, à ne pas me défendre à coups de colère, mais avec la solidité d'un être qui sait ce qu'il a choisi. Puis sont venus les petits accomplissements qui semblent insignifiants et qui pourtant recomposent l'existence. Le premier voyage vers la côte, que nous avions planifié avant que les choses ne se gâtent, s'est tenu un matin d'été. Voir la mer a été comme déplier une vieille carte. Je n'avais jamais vu autant d'eau ensemble de ma vie. Le vent salé m'a pris le visage et j'ai ri d'un rire qui cherchait ses larmes, mais qui s'est contenté de briller. Lucas m'a tenu par la main, et c'était comme si nous avions marché vers un endroit où nos peurs n'avaient pas de place. Nous avons marché pieds nus sur le sable, et j'ai senti la vie qui revenait par les orteils. Nous avons fêté des choses simples, un dîner sous le manguier, des amis qui sont venus avec une guitare, une danse au clair de lune, où, maladroits, nous avons tourné l'un autour de l'autre. Les gens du village ont fini par affluer, certains timides, d'autres bruyants, mais tous venus témoigner d'une bienveillance retrouvée. Le mariage que nous avons eu n'était pas fastueux. C'était une scène posée à l'ombre du manguier, une table avec du pain, des fruits, un gâteau préparé par les mains de ceux qui avaient toujours cuisiné pour nous. Padre Antonio est venu. Il a dit des paroles de bénédiction sans juger, juste en constatant que deux personnes désiraient être ensemble dans la paix. Je tiens à préciser, notre union a été symbolique. Nous avons scellé une promesse devant ceux qui nous aiment et devant Dieu, et non par des manœuvres qui effaceraient le passé d'un coup. Ce n'était ni une revanche, ni une fuite. C'était une manière de dire « Nous avons choisi la joie malgré tout ». Ma mère m'a donné sa bénédiction d'une façon qui m'a surprise. Elle m'a pris le visage entre les mains et a dit, simplement, « Si tu es heureuse, je le suis ». Ce petit mot a suffi. La joie peut tenir dans une phrase courte, comme un manteau plié. Après le mariage, la vie a pris une cadence différente. Nous avons planté encore des choses dans le jardin. Le manguier grandissait, ses feuilles devenaient plus épaisses, ses branches prenèrent la forme d'un toit. Un matin, Lucas m'a réveillé en riant parce qu'il avait vu la première fleur. Quelques mois plus tard, la première mangue est tombée. Nous l'avons partagée, comme on partage un secret. Le goût sucré me paraissait un peu comme une récompense pour avoir osé. Le village s'est adapté, les commérages se sont espacés, remplacés par les petits corps de la vie quotidienne. Une tasse de café sur la véranda, le son d'un moteur de moto au loin, des enfants qui jouent à cache-cache. Janaïna, la sœur de Lucas, est devenue comme une sœur aussi pour moi. Elle a fait la table, a ri avec nous, et parfois m'a raconté des nouvelles de la ville. Teresinha a appris à accepter la chose en douceur, et désormais elle me téléphone plus souvent. Nous avons trouvé une manière d'habiter la sérénité malgré les souvenirs. Je voudrais aussi dire un mot sur ce qu'on appelle miracle. Après mon réveil, beaucoup de gens ont utilisé ce mot comme une explication magique. Moi, je l'utilise avec précaution. Pour le docteur Rodrigo, comme il l'a dit, c'est un miracle médical. Un événement favorable qui surprend les statistiques. Pour moi, c'est une chance que je n'attendais plus, un don que je n'explique pas toujours. Mais je ne veux pas, par cela, promettre à qui que ce soit que la même chose arrivera. La médecine suit des règles et des probabilités. La foi, elle, donne un sens. Ces deux choses peuvent se tenir côte à côte sans s'opposer. Avec le temps, j'ai appris à raconter ma propre histoire sans dramatiser et sans chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les questions que l'on me pose parfois, croyez-vous que Dieu a décidé pour vous?
Est-ce un signe? Je les accueille comme on reçoit des invités, avec bienveillance, sans longueur inutile. Je dis que j'ai été tenu par des mains humaines et par une lumière qui m'a paru bénir mon passage. Je dis que la science a travaillé et que les prières ont aidé ceux qui priaient à trouver une paix. C'est ma manière de concilier. Il y a eu aussi des moments où il a fallu régler des choses administratives, des visites chez l'avocat, des papiers à faire, des explications que la société exige quand deux personnes décident de vivre ensemble d'une façon officielle. Ces détails sont moins romantiques, mais ils font partie de la vie. Nous les avons réglés avec une honnêteté tranquille. Nous n'avions rien à cacher. Notre histoire n'était pas une rébellion, mais un choix de dignité. Je me surprends souvent à regarder le village avec une tendresse qui ne m'était pas familière auparavant. Peut-être que la douleur m'a appris à ne pas m'emporter pour des riens, à ne pas m'attacher aux opinions des autres. La paix que j'ai aujourd'hui n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à aimer, malgré ce qui a été blessé. Je trouve que le monde est plus doux quand on le traverse avec quelqu'un qui sait tenir la lampe quand la nuit arrive. Parfois, on me questionne sur le fait d'avoir aimé tard. Pourquoi avoir attendu si longtemps, demandent certains. Et je réponds simplement, il n'y a pas de calendrier pour le cœur. Le courage n'a pas d'âge. Nos corps nous tracent des routes, et il arrive qu'on en prenne une autre à un moment où l'on pensait être installé. Ce n'est pas une faute, c'est une opportunité. J'ai appris que demander d'être aimé n'est pas un péché, mais une revendication de dignité. Une chose que je voudrais partager, comme une recommandation douce. Ne laissez pas votre bonheur au bon vouloir des autres. Riez quand vous en avez envie. Dansez quand vous sentez la musique. Faites la paix avec vos choix, même s'ils semblent petits ou mal compris. Mon existence s'est agrandie quand j'ai accepté que la peur ne dicte pas tout. On m'a appris à tenir, et j'ai tenu. Mais tenir n'est pas s'ankyloser. Tenir, c'est savoir quand changer de direction. J'ai aussi appris à pardonner. Pas comme une monnaie à distribuer, mais comme un geste qui libère. Le pardon vers ceux qui m'ont jugé, qui m'ont méprisé pendant tant d'années, n'a pas voulu dire oublier. Il a voulu dire refuser d'amener avec moi en permanence le poids qui empêche de respirer. Pardonner, pour moi, a été un acte de soin. J'ai pardonné à qui je pouvais pardonner, avec la conscience que tout ne peut pas se raccommoder. Certains liens restent froissés, et c'est ainsi. La vie est une couture imparfaite, mais chaque point compte. Au fil des ans, la routine a gagné en belle simplicité. Nous avons des matins où le café fume, des après-midi de sieste, des soirées où la radio diffuse les anciennes chansons. Nous avons des jardins à soigner, des voisins à saluer, des projets modestes mais réels. Réparer le toit, peindre la barrière, acheter un petit ventilateur neuf pour l'été. Le monde reprend sa forme ordinaire, et dans cette ordinarité, j'ai trouvé un abri. Parfois, on me dit qu'il faut que je parle davantage de ce que j'ai traversé, que cela pourrait encourager d'autres personnes. J'essaie de le faire avec humilité. Mon histoire n'est pas une recette, elle est une invitation. Si votre cœur hésite, si vous pensez que la vie n'a plus rien à vous offrir, sachez qu'il existe des chemins de réappropriation. Ils ne sont pas toujours faciles, et il faudra parfois affronter le regard d'autrui. Mais ce regard ne doit pas être la boussole de votre existence. Je me souviens d'un soir où, assise sous notre manguier, j'ai regardé la lune et j'ai murmuré une courte prière. Je l'ai faite comme on raconte un secret à un ami. Simple, sans éclat. Seigneur, merci pour la chance d'un autre matin. Donne-moi la force d'être fidèle à ce que j'ai choisi. C'était sobre, c'était suffisant. J'ai appris qu'une prière n'a pas besoin d'être longue pour être vraie. Et maintenant, en regardant en arrière, je comprends combien chaque étape a eu sa valeur. L'enfance qui m'a donné l'endurance, les années de travail qui ont sculpté mes mains, la douleur qui a ouvert une porte, la rencontre qui a rallumé une flamme, la maladie qui a rappelé la fragilité, et le réveil qui a offert une seconde chance. Tout cela m'a conduit ici, à cette véranda où je vous parle aujourd'hui, où le bois conserve les marques de mes pas et où le manguier continue de grandir. Il y a une phrase qui revient souvent dans mes rêveries, il a dit que peut-être je ne tiendrai pas. C'est une phrase qui pèse et qui libère à la fois. Elle me rappelle la frontière que j'ai franchie entre la peur et la décision de vivre. Elle me dit que nous sommes, tous,
des êtres mis à l'épreuve, mais aussi que nous sommes porteurs d'une capacité étonnante à trouver de la lumière quand il ne reste que des braises. Si vous lisez ces mots et que quelque chose en vous frémit, si votre cœur a des désirs discrets ou des peurs anciennes, je vous invite, avec toute la douceur que j'ai acquise, à ne pas renoncer. Peut-être que les autres ne comprendront pas toujours. Peut-être que certains diront des choses qui blessent. Mais la vie est un droit qui ne dépend pas du regard d'autrui. Vivez vos tendresses avec sincérité, cherchez la paix, prenez soin de votre corps, et cherchez la vérité dans ce que vous êtes. Avant de terminer, je voudrais poser une question à ceux qui m'écoutent. Quelle petite chose avez-vous laissée pour demain, et que vous pourriez faire aujourd'hui pour être plus vrai avec vous-même? Écrire un mot, appeler quelqu'un, planter une graine? Ces gestes minces, répétés, finissent par construire un paysage. Seigneur, merci pour le souffle rendu, pour les mains qui soignent et pour les paroles qui consolent. Donne-nous la grâce d'accepter les secondes chances avec humilité et la sagesse de prendre soin des autres avec douceur. Amen. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard. Et dites-moi en commentaire, quelle chose avez-vous osé faire par amour ou par courage? Je lirai vos mots avec joie.